Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max, et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 13e épisode de la saison 4 de Tranche de couple. épisode qu'on a choisi d'intituler Cheveux dans le vent. Et comme d'hab, on vous invite à vous abonner à ce podcast et pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Entre-temps, on se retrouve aussi sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours Tranche de couple comme le nom du podcast, ou par email sur tranche le chiffre 2 couple@gmail.com. Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, ça nous fait toujours plaisir de voir de nouveaux followers entrer en contact avec nous. On commence tout de suite par la rubrique Actu et Guillaume, c'est toi qui nous parles Brexit. Absolument, Encore cheveux dans le vent pour traverser la mer Manche. On reparle Brexit et comme on dit en anglais, hold my beer, tiens-moi ma bière 2 secondes. Il y a un mois, on vous parlait en effet d'un éventuel réchauffement des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne envisagé côté des autorités britanniques. Une décision sage et surtout pragmatique compte tenu de la place respective du pays par rapport à l'Union européenne, tant géographiquement qu'économiquement, évidemment. Alors, dans cette lignée, nos dramas, nos blabla, la semaine passée a été riche en événements et en enseignements. Avec d'abord une rencontre informelle et toute discrète, très britannique en somme, dans un château à la campagne d'une partie des têtes de l'establishment politique du Royaume-Uni, autour de la question des relations avec l'Union européenne, et la rencontre s'intitulait plus précisément « Comment pouvons-nous faire pour faire en sorte que le Brexit fonctionne mieux avec nos voisins européens ?» Ah oui, magnifique l'accent. T'as vu, hein ? Était donc présent le ministre Michael Gove et la membre de la Chambre des Lords Gisela Stuart, tous les deux fervents partisans du Brexit, membres du Parti conservateur, mais aussi le porte-parole du Parti travailliste pour les affaires étrangères, David Lammy, l'ancien commissaire au commerce Peter Mandelson et David Linton, ministre, tous européens convaincus et anciens opposants au Brexit. Alors la question d'une révision de l'accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a été abordée. De manière plus générale, les questions économiques ont aussi été débattues. Cela dit, bien qu'il y ait maintenant une nette majorité de Britanniques qui pensent que quitter l'Union européenne était une erreur, aucun des principaux partis n'est favorable à une réintégration dans le bloc ou dans le marché unique. Il faut dire que personne n'a envie de perdre la face. Oui, c'est quand même pas très simple, parce que de fait, il n'y a pas 100 000 options. Les Britanniques sont un peu comme des chats. Vous savez, on rentre, on sort, on rentre, on se Oh, elle est belle cette comparaison. C'est pour ça qu'on n'a pas de chat. Oh, le bip. De son côté, alors, le Premier ministre Rishi Sunak était en visite en Irlande du Nord, un point sensible, pour ne pas dire chaud, des accords et des désaccords post-Brexit au sujet de la frontière, comme on vous en avait parlé dans notre épisode 11 de cette même saison. Alors, même si un accord paraissait quasiment fait et pourrait, selon la BBC, être validé dans le courant de la semaine prochaine, le journal Sud-Ouest nous rappelle que la question est au cœur d'un blocage des institutions de la province d'Irlande du Nord, membre du Royaume-Uni, privé de gouvernement depuis 1 an en raison du boycott des unionistes du Democratic Unionist Party, DUP, qui veulent que le protocole soit abandonné. Et s'annonce assez réticent à rallier tout accord. Le chef de la diplomatie irlandaise, Michael Martin, a concédé que la confiance s'est installée entre l'équipe de l'Union européenne et celle du Royaume-Uni. C'est un grand pas en avant, on va dire, après des mois de ça se regarder en chien de faïence. Mais je pense qu'il reste encore du chemin à parcourir, a-t-il tempéré sur la chaîne irlandaise RTE. Londres demande notamment à l'Union européenne d'alléger les contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord Encore oui, et le Royaume-Uni, fustigé par les unionistes. Les Britanniques réclament également que le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui supervise l'application du protocole, soit supprimé ou atténué. Bon, en fait, c'est toujours les mêmes problèmes, quoi. Depuis le départ. C'est toujours les deux mêmes points. Mais on n'est pas loin d'un accord. Oui. On avance. Et en bref, le Royaume-Uni, le mot royaume, en fait, toujours bien peu uni, en réalité, se cherche encore dans un contexte post-Brexit qui n'avait jamais été correctement envisagé et qui pousse chacun à faire preuve de créativité, de patience, de diplomatie et finalement d'un flegme tout britannique. Deuxième partie, Max, on garde les cheveux au vent, à bicyclette. Exactement. Alors, je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu plus léger, un peu moins géopolitique et tout à fait centré sur l'Union européenne, en prenant l'occasion de la résolution qui a été adoptée par le Parlement européen la semaine dernière,
en faveur d'une stratégie cyclable européenne. Donc, les eurodéputés ont en effet adopté une résolution le 16 février qui réclamait l'élaboration d'une stratégie européenne pour favoriser la pratique du vélo, avec un objectif affiché de doubler le nombre de kilomètres parcourus en Europe à vélo d'ici 2030. Alors ce qui est visé en fait, c'est tout simplement la reconnaissance du vélo comme un moyen de transport à part entière. Si vous êtes cycliste, vous savez que on est parfois, souvent, régulièrement un petit peu traité comme une nuisance sur la route. Et, Souvent. Et que par rapport aux voitures, on voit quand même l'écart de traitement. L'idée, c'est donc que si le vélo est reconnu comme un mode de transport à part entière, il faut qu'il y ait l'écosystème associé qui soit développé pour favoriser des déplacements sûrs et puis encourager la pratique du vélo de toutes les populations. Et donc ça nécessite des infrastructures adaptées et aussi une bonne connexion multimodale, c'est-à-dire aussi comment est-ce qu'on combine le vélo avec d'autres modes de transport pour des distances plus longues, par exemple. On peut garer son vélo à la gare, on a des pistes cyclables indépendantes et qui ne croisent pas des routes de façon dangereuse. Les vélos ne prennent pas de risques, ne font pas non plus courir de risques aux piétons, parce que c'est important aussi de rappeler, je crois, la place des usagers les plus faibles dans la chaîne alimentaire de la circulation. Exactement. Alors, du coup, à la tribune du Parlement européen, il y a une écologiste française, Karima Delli, qui est présidente de la Commission des Transports et qui était donc porteuse de cette résolution, qui a dit « Le vélo est populaire, mais les constructeurs ont du mal à répondre à la demande. On veut donc une stratégie européenne du vélo. » L'objectif, c'est que la Commission s'empare de cette résolution et qu'avec les États membres, qui donc sont co-législateurs, comme vous le savez, on vous l'a répété, donc Parlement et États membres sont co-législateurs, mettent en place des mesures d'abord économiques pour répondre à ce problème. Il n'y a pas assez de constructeurs qui produisent des vélos. Il faut donc soutenir la production de vélos et de composants qui soient fabriqués en Europe, parce qu'aujourd'hui, la majorité quand même des vélos sont fabriqués en Asie. Il faut stimuler la compétitivité du secteur et il faut aussi renforcer la formation professionnelle pour promouvoir des emplois de qualité. Ils encouragent aussi dans cette résolution à ce qu'on réduise à l'échelle de l'Union européenne la TVA pour la vente, la location, la réparation de vélos. L'objectif d'une telle stratégie, ce serait de doubler d'ici 2030 le nombre d'emplois dans un secteur dont on estime qu'aujourd'hui il y a 1 million d'emplois autour du vélo en Europe. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors tu mentionnais, Guillaume, les infrastructures, c'est absolument essentiel quand on fait du vélo. Absolument. Et avec le Covid, on a vu qu'il y a eu tout un tas d'infrastructures on va dire temporaires qui ont été mis en place, certaines ont été pérennisées, mais et c'était déjà très bien, ça a permis aussi de faire exploser les nombres d'utilisateurs du vélo quotidien, ça c'est très chouette, mais c'est vrai aussi que ces infrastructures, elles étaient temporaires, c'est-à-dire qu'elles offrent pas la sécurité dont on a besoin. Puis en plus, on va pas se mentir, elles sont moches. Donc dans la résolution du Parlement européen, les États et les collectivités locales sont invités à accroître considérablement leurs investissements dans la construction d'infrastructures cyclables séparées, parce que il faut arrêter d'avoir ces espèces de marquages sur les routes pour signaler que le vélo peut circuler ici. Non, il faut être protégé. Si on veut aussi que tout le monde se sente en sécurité lorsqu'il prend le vélo, que ce soit nos enfants, que ce soit des personnes plus âgées, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du vélo tout le temps, des personnes à mobilité réduite qui utilisent aussi le vélo, par exemple, eh bien, il faut des infrastructures cyclables séparées. Il faut aussi prévenir les vols de vélo en multipliant les parkings sécurisés, notamment dans les gares et dans les logements neufs. Il y a des solutions qui existent, mais il faut vraiment les développer. On ne peut plus faire des parkings seulement pour les voitures. Les députés proposent enfin une mesure tout à fait symbolique, qui est celle de déclarer l'année 2024 année européenne du déplacement à vélo, et donc pour accompagner cette stratégie européenne du vélo qui le demande à la Commission européenne. Cette résolution, et c'est tout à fait notable, a reçu le soutien unanime des différents groupes politiques du Parlement européen. On peut espérer que la Commission va s'emparer de ce sujet. Voilà pour ce point sur la stratégie cyclable. Merci Max. Européenne. Alors,
cheveux au vent, est-ce que tu veux nous amener aussi sur le toit de Notre-Dame de Paris? Eh oui, merci Guillaume. Effectivement, on a lu une petite nouvelle qui était fort sympathique cette semaine. Il se trouve que les travaux de Notre-Dame avancent plutôt bien et on a pu lire qu'ils avaient commencé à mettre en place les éléments pour en fait rebâtir la flèche. Donc, ils ont commencé à mettre en place les arcs et l'oculus de la croisée du transept avec des tailleurs de pierre. Si vous vous souvenez bien des images après l'incendie de Notre-Dame, il y avait un grand trou béant énorme au milieu. Ce qu'on appelle la croisée du transept, c'est vraiment quand vous avez le plan de Notre-Dame de Paris qui est un plan en croix, eh bien là où les 4 branches de la croix se retrouvent, c'est ce qu'on appelle la croisée du transept, et c'est là au-dessus que est située la flèche. Enfin, sera située la flèche reconstruite. Et donc pour la base de la flèche, en gros, vous avez un espèce de cercle qui est soutenu par 4 arcs. Et ce cercle, il est aussi il est en pierre, taillé, comme les arcs d'ailleurs. Et donc on a vu des photos qui ont été diffusées la semaine dernière, cette semaine, oui, et où on voit en fait comment les arcs sont mis. Et en fait, c'est les pierres qui sont mis avec un petit angle et en fait qui se tiennent toutes seules et qui sont rejointes au centre pour cet oculus, donc ce cercle de pierre qui va ensuite être la base sur laquelle la nouvelle flèche va être rebâtie. Donc c'est chouette de voir aussi que tout ça avance, et c'est aussi grâce à la générosité de beaucoup de Français, beaucoup d'Européens qui ont donné un peu d'argent pour reconstruire cette cathédrale. Et d'Américains, et d'Indiens, et de Chinois. Il y a une générosité qui est venue vraiment de partout pour reconstruire Notre-Dame. Il se dit donc que l'échéance de 2024 sera respectée pour que, en tout cas, la majeure partie des travaux soit il y en a un qui veut dormir quand même. Que la cathédrale pourrait être donc rouverte pour les Jeux Olympiques, ce qui était effectivement un engagement politique pris par reconstruire Emmanuel une Macron. Cathédrale en 5 ans quand elle a été elle-même construite en plus de 100 ans. On pourrait y revenir parce qu'il y a vraiment beaucoup de corps de métier et ils font les choses bien, ils font les choses à l'ancienne, et ça c'est vraiment très très chouette. Ça, c'est aussi parfois les monuments historiques en France, c'est pénible quand on ne peut pas choisir la couleur de sa maison, qu'on ne peut pas rebâtir ceci, tout de suite. Parce qu'on est à proximité d'un monument historique. On parle de notre château en Touraine, là, on a des problèmes avec eux, c'est terrible. Pour la chambre numéro 37, on veut passer de rouge safran à rouge tamarin, c'est terrible. Voilà, et donc, en tout cas, il y a une vraie expertise en France, et ce chantier majeur, comme on n'en a jamais vu depuis des années, aussi, c'est un boom de ces savoir-faire historiques, et ça, c'est très chouette. Guillaume, c'est toi qui nous fais à nouveau le point Belgitude, et aujourd'hui, tu veux nous parler d'une petite particularité ? Oui, à se développer. Merci Françoise. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer des petits sujets si vous en voyez.
Exactement, Guillaume. Merci beaucoup pour ce petit point, ça fait réfléchir. Et ça, c'est toujours utile. On est content de participer à votre réflexion. Alors on passe à la rubrique vie de couple. Et la vie de couple, vous le savez... Chez nous, 7 à 100 à l'heure, cheveux au vent, comme d'hab. On vous l'a dit, on vous l'a redit, on vous le redit, ça vous étonnera pas. Notre rythme de boulot en ce moment, il est plutôt TGV. Mais en même temps, quand on arrive à se voir, enfin quand on arrive à être tous les deux le soir en même temps, on essaie quand même avec Guillaume toujours de manger, de préparer notre repas et pas d'acheter des trucs, de manger sainement. Alors on avait une petite routine jusqu'à maintenant qui tournait autour de la soupe, des quiches, des cakes, voilà, c'était pas souvent très varié. Non, on a une grande chance, Guillaume nous prépare de la soupe en général en hiver, une soupe pour la semaine, et puis effectivement on l'accompagne de quelques petites choses pour aller avec, mais pas forcément une grande variété. Faut dire aussi que c'est pas toujours simple d'avoir des nouvelles idées, on tourne un petit peu toujours autour des mêmes choses. Alors du coup, on a testé une solution. On ne fera pas de publicité, donc on ne donnera pas de nom, mais l'idée c'est que tu peux choisir de recevoir 1, 2, 3 ou plus repas, des repas qui sont en fait pas préparés, mais pour lesquels les ingrédients ont été globalement sélectionnés pour correspondre à la quantité dont tu as besoin pour faire un repas. Tu as une fiche de menu et tu as une durée de préparation entre 20 et 50 minutes à peu près. Oui, c'est ça, tu peux choisir sur un site, une application fort bien faite. Tu peux choisir la durée, quel est le type d'aliment que tu veux dedans, d'où vient la cuisine, la difficulté, végétarien ou pas végétarien, comme tu dis. Ça permet à peu près à tout le monde d'y trouver son compte. Voilà, donc en gros, tu as une livraison par semaine avec tes repas, et puis après, tu t'organises un peu comme tu veux. Alors peut-être on peut faire un peu le bilan. On a eu déjà 2 livraisons, on en aura une 3e lundi. C'était plus facile pour nous le lundi en début de semaine. Il ne faut pas que j'oublie celle-là. Tu ne l'as pas mise dans le calendrier. Hashtag vie de couple. Alors les avantages, quelle heure ils arrivent déjà ? Comme je disais, c'est que on n'a pas besoin de faire les courses spécifiquement pour ces recettes. Ça arrive, tout est conditionné. Il y a la fiche recette, donc on a juste à suivre. On peut cuire ça quand on veut. Ça varie quand même beaucoup de choses. Il y a, vous savez, dans les livres de recettes, souvent, un peu quand on s'y prend un peu au dernier moment, comme toujours quand je veux regarder, on n'a pas les ingrédients qu'il faut. Puis surtout, en général, il y a des épices, il y a des trucs un peu particuliers qu'on n'a pas dans le placard. Donc là, au moins, il n'y a plus de problème. Alors le désavantage, d'abord c'est le prix, parce qu'il faut quand même être assez transparent, c'est un coût quand même assez élevé. On a pour cette petite période d'essai une petite réduction de notre coût de repas, mais on en est quand même à un peu plus de 7 € par personne. Donc c'est quand même pas négligeable. Ça fait beaucoup. Ensuite, il faut quand même voir que c'est pas très éco-friendly, parce que chaque portion du coup est emballée dans du plastique en général, sauf pour les légumes qui sont mis en vrac dans un sac en papier, mais sinon les épices, les légumes qui ont déjà été, par exemple les brocolis, ça c'est dans des sachets plastiques. Donc globalement quand même il y a beaucoup de déchets. C'est pas génial, surtout nous qui essayons quand même de faire du zéro déchet, ou en tout cas d'aller prendre nos légumes en vrac au magasin du coin. On va quand même mentionner le fait que la camionnette qui livre ces repas, c'est pas une voiture électrique, donc ça consomme aussi. En gros, la personne, le chauffeur, il tourne dans la rue, dans la ville, avec son véhicule, donc ça c'est pas non plus hyper éco-friendly. Voilà. Après, il faut quand même reconnaître ce qui est, c'est plutôt bon. Les quantités sont plutôt larges, donc en général, il y a des restes. Voilà. Alors, je pense que ça correspond peut-être à un certain nombre à certaines personnes. Pour notre part, on va garder les fiches de recettes, mais je pense qu'on va arrêter là. On fera peut-être encore une livraison, comme tu disais, mais voilà, on a compris le système, on a vu comment ça fonctionnait, et on se dit que ça nous boostera peut-être ce qu'on se fait à manger en rentrant le soir, mais que pour autant, on peut peut-être essayer d'envisager de le faire nous-mêmes.
Pour moi, ce que Après, je réfléchis en même temps, mais il faut rajouter un truc, c'est que faire les courses à Paris passer 20h, c'est faisable. Il y a plein de magasins qui sont ouverts jusqu'à 21h, 22h, supérette. Ici, en Belgique, à 19h, 20h, dans le meilleur des cas, tout est fermé. Donc quand on sort un peu tard du boulot, il ne faut pas s'imaginer aller faire ses courses. C'est aussi une des choses qui rend les choses plus compliquées. Ou si te manque un ingrédient, c'est pareil. Tu as éventuellement les night shops, mais tu n'as quand même pas une diversité énorme. Et puis les produits sont plutôt basiques. Alors moi, un enseignement que j'en tire, c'est que globalement, ma grande difficulté, comme je disais, avec les livres de recettes, c'est que je pense jamais à les ouvrir. De deux, quand je veux faire quelque chose et que je regarde un peu dedans, on n'a pas les ingrédients. Donc peut-être on pourrait se dire qu'on sélectionne 2-3 recettes qu'on a envie de faire dans la semaine, et puis on fait les courses en conséquence. Peut-être acheter des épices pour en avoir à disposition, même si on ne les utilise pas tout le temps, mais au moins ça veut dire qu'on a un fond de maison. Et du coup, en réalité, on peut peut-être avoir un peu la même logique, se dire qu'il y a 2-3 repas dans la semaine qui sont un petit peu plus fouillés et qui sont un peu plus originaux, mais en même temps acheter les ingrédients qu'il faut dans le cadre de nos courses habituelles pour avoir de quoi faire. Et finalement, c'est peut-être une solution. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de tester et que j'aurais donc retiré de cette expérience. Merci Max. Alors, toujours cheveux au vent. On va vous parler des cheveux au vent tel le cochon d'Inde dans Dr. Dolittle dans la voiture. Écoute dans le vent. Et on va vous parler de notre voiture. Et de notre intention, alors on va encore parler d'une intention, parce qu'on n'en est pas encore là, mais se dire qu'on va la vendre. Oui, le dernier épisode, il y a 15 jours, on vous avait dit qu'on avait un gros dilemme. On ne savait pas si on allait vendre la voiture, en racheter une autre, ou ne pas en racheter et louer des voitures. On a eu quelques retours d'ailleurs, c'est très, très sympa, merci des retours que vous nous avez faits. Et donc ça y est, on a l'intention de passer le pas. Bon, il faut encore qu'on y arrive, mais c'est l'objectif. Une chose à la fois. Vendre la voiture et surtout, on a décidé qu'on allait tester sans voiture, c'est-à-dire que on va tester de louer des voitures quand on en a besoin. Vous savez qu'on prend beaucoup le train déjà. Et puis ici à Bruxelles, on utilise uniquement le vélo et les pieds. Très très peu les transports en commun en fait. Donc voilà, on passe le pas, on va vendre notre voiture, ça nous évitera quelques frais sur cette voiture qui n'arrête pas d'en avoir. Quelques frais. Et puis c'était pas très, c'était quand même une voiture qui reste des mois et des mois, globalement sans trop bouger. C'est ni bon pour la voiture et ni bon pour notre portefeuille. Et ni bon pour l'environnement. Voilà. Non plus. Et c'est un des vrais problèmes avec les voitures aujourd'hui, c'est que on le fait souvent remarquer, les voitures restent, notamment en ville, les voitures restent parquées la majorité du temps dans la rue et sont très très peu utilisées en termes de volume horaire, d'utilisation finale. Voilà, encore qu'un truc sur lequel on vous tiendra au courant dans les semaines qui viennent, on espère. Une heureuse nouvelle. Alors, on voulait, en dernier sujet, vous parler d'une association, un collectif de bénévoles qui a été créé en Belgique en 2015. Il s'appelle les Cuistots Solidaires. Donc, à l'époque, il y avait des milliers de demandeurs d'asile qui affluaient en Europe et en Belgique, souvent depuis la Syrie. Beaucoup dormaient à même le sol dans un parc fameux à Bruxelles qui s'appelle le parc Maximilien. Et il y a un petit groupe de personnes qui se sont sentis concernés surtout pour ça, par cette arrivée de réfugiés qui voulaient faire quelque chose. Le fondateur de ce collectif, il s'appelle Claudio. Il raconte que lui, il a quitté l'Argentine avec ses parents pour fuir la dictature dans les années 70. Et du coup, il était plus sensible à cette question. Et il a voulu faire quelque chose. Aujourd'hui, les migrants viennent d'un peu partout, de la Corne de l'Afrique, du Moyen-Orient, parfois même d'Amérique centrale. La plupart ne demandent pas forcément l'asile ici. Certains attendent leur tour pour traverser la Manche. Mais en fait, on s'en fiche un peu. L'enjeu pour les bénévoles, c'est venir en aide à ces personnes exilées qui n'ont pas accès aux aides officielles. Du coup, en 2015, Claudio et un certain nombre de ses amis, ils ont contacté des amis d'amis, et puis finalement mis en place un réseau d'entraide qui se constitue sur cette
base de bonne volonté et de bénévolat. Alors pourquoi Cuistot Solidaire ? Parce que l'idée c'était de préparer des repas pour ces migrants. Et en fait, l'idée c'est qu'ils distribuent 2 jours par semaine des repas chauds, et sinon ils distribuent des tartines et des repas froids. Ils sont organisés avec le centre humanitaire de la Croix-Rouge à Bruxelles, qui est du coup un lieu où les migrants peuvent venir tous les jours chercher des repas. Et il y a en fait différentes associations qui viennent. Et puis, à d'autres moments, il y a aussi des maraudes, il y a différentes options. Nous, on a rejoint, et c'est pour ça qu'on vous en parle, on a rejoint le groupe du mercredi soir. Donc, les 2 repas chauds, c'est le jeudi et le dimanche. Et le repas du jeudi midi, il est préparé le mercredi soir. Donc, on a rejoint cette équipe du mercredi soir en décembre dernier. Vraiment par hasard. C'est Claire, une amie, qui nous a dit qu'elle avait trouvé dans son immeuble une petite annonce en demandant des bénévoles. Parce que en fait, la cuisine se fait dans un petit local qui appartient à la commune, qui est en fait dans son immeuble. Et donc, le mercredi soir, maintenant, on se retrouve vers 18h avec une équipe de bénévoles qui tourne un peu, ça dépend. Le groupe est assez large et donc c'est un peu en fonction des contraintes de chacun. Pendant 1h30, on cuisine. Alors là, c'est l'hiver, donc on cuisine de la soupe. Donc on coupe des légumes. Et puis il y a une partie qui s'occupe de mettre ces légumes à cuire. Il y a aussi des lentilles qui sont cuites. Tout ça est conditionné ensuite dans des fûts pour que le lendemain matin, ils soient réchauffés et mis dans des barquettes pour être distribués à midi et demi aux migrants. Cette soupe, elle est accompagnée de sandwichs, elle est accompagnée de bouteilles d'eau, de fruits. Voilà, il y a tout un repas. On est sur des nombres assez élevés, parce que en moyenne, on est autour de 500 portions, 500 portions qui sont distribuées chaque semaine. Le jeudi et puis pareil le dimanche. Voilà, c'est une ambiance tout à fait particulière. Ce groupe est très mélangé. Il y a un certain nombre de personnes qui sont pensionnées, qui sont à la retraite et qui sont les piliers de ce groupe. On voit toute cette organisation pour vraiment faire que tout fonctionne. Ça repose sur... c'est un peu magique en fait, cette bonne volonté. Vendredi dernier, ils ont fait un appel parce qu'ils n'avaient pas assez de bénévoles pour préparer des tartines et des œufs cuits pour distribuer le samedi. Et donc, on a levé la main et on a dit, OK, on va cuire 60 œufs. Je crois que c'est bien la première fois qu'on a cuit 60 œufs durs. Voilà, une petite... un engagement qui nous tient à cœur. C'est super chouette de faire ça d'abord en couple. Et puis de faire ça aussi avec toutes ces personnes de bonne volonté. Dans le groupe, il y a 2 ados qui viennent aussi, qui sont super heureux de faire leur part. Le dimanche après-midi, le groupe du dimanche, il y a beaucoup de familles qui viennent aussi avec leurs enfants. Et voilà, ça réchauffe le cœur, c'est vraiment très basique. Et en même temps, on a l'impression de faire quelque chose de concret. Et c'est un engagement qui nous tient à cœur et on est content de pouvoir faire partie de ce groupe-là. Merci Max. Et donc si vous voulez soutenir les Cuistots Solidaires, vous pouvez aller les voir sur le groupe Facebook. On vous mettra tout ce qu'il faut dès demain matin ou dès mardi matin sur les réseaux sociaux pour soutenir les Cuistots Solidaires et les retrouver surtout sur les réseaux sociaux. Alors une dernière petite rubrique tech geek, code barre. J'ai pas trop de lien avec les cheveux au vent là, je dois dire, je sèche un peu, mais c'est pas grave Max, c'est pour toi cette rubrique. Les code barres, c'est un peu comme des cheveux qui sont au vent. Code barre, queer code cheveux au vent. Non là je l'ai pas celle-là. Désolé. Alors, on voulait effectivement vous faire une petite brève, parce que si vous n'êtes pas au courant, il y a une véritable révolution qui est en train de se dérouler. Vous savez Vous êtes déjà au courant parce qu'on vous en a parlé il y a
2 ans, je crois, dans un podcast, et vous avez forcément écouté ce podcast, magnifique. sur l'avènement du QR code à l'aune de Non, du voilà. Covid. Donc, effectivement, c'est ça que j'allais dire. C'est que vous le savez que le QR code a pris une part beaucoup plus importante dans nos vies avec le Covid, qu'il y a un certain nombre d'applications qui sont développées avec le QR code. Ici en Belgique, on paye beaucoup par QR code. En fait, on peut faire des paiements ou des remboursements directement d'appli bancaire sur appli bancaire. C'est vraiment super chouette. Et il se trouve qu'en réalité, l'explosion du QR code a fait que un certain nombre d'industries ont décidé qu'en réalité, c'était la solution pour remplacer le code barre qui a 24 traits, parce que finalement, ce code barre, il est assez limité. Donc, l'idée, c'est que le code barre va disparaître des emballages en 2027. Bon, vous me direz, on a encore un peu le temps, mais voilà, ça arrive. Parce que le QR code, c'est un code barre augmenté. On peut avoir beaucoup plus d'informations. Donc, en fait, comment on le sait ? C'est parce que y a une organisation mondiale qui fête ses 50 ans, qui a décidé, donc avec ses 57 000 adhérents dans l'ensemble des 150 pays, qu'on allait changer, ne plus utiliser le code barre. Alors le code barre, finalement, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a eu un code barre ? C'est un code unique qui permet de référencer en fait les différents produits, finalement, de la ligne de fabrication jusqu'au magasin. C'est un code qui est utilisé partout. Il a été inventé en 1948 aux États-Unis. Et l'idée, c'est en gros de permettre de suivre un aliment. À l'époque, c'était dans le chemin de fer, si mes souvenirs sont bons, de notre épisode il y a 2 ans. Bref, de suivre des pièces d'un point A à un point B. Mais alors du coup, qu'est-ce qui va pousser à changer du code barre jusqu'au QR code ? Quel est l'avantage, quel est l'intérêt du QR code ? En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations aujourd'hui dans les codes barres. Le code barre, c'est 13 chiffres. Mais aujourd'hui, on a envie, les consommateurs et donc aussi les fournisseurs veulent au moins donner des informations supplémentaires en termes de, par exemple, numéro de lot et date de péremption. Ça permettra notamment le retrait des rayons quand il y a un motif sanitaire ou de sécurité. Mais on pourrait avoir de retirer seulement, j'imagine, des parties ciblées et pas l'ensemble, parce que l'ensemble des produits identiques, même ceux qui ont des dates de péremption différentes aujourd'hui et dans un magasin, ont tous le même code barre. Ouais, dans le futur, l'idée, c'est justement de pouvoir différencier les différents numéros de lot pour pouvoir ne retirer que certains produits et limiter le gaspillage, par exemple. Exactement, mais l'objectif, c'est aussi de donner plus d'informations en fait, aux gens qui achètent. Comme lorsque vous scannez le QR code du menu d'un restaurant, l'idée, c'est que vous pourrez, par exemple, connaître la composition du produit, son mode d'emploi, sa notice de montage. Par exemple, si vous regardez ce produit sur Internet, vous ne savez pas forcément l'emballage directement accessible. Et donc, finalement, on a une meilleure traçabilité, beaucoup plus d'informations. Et puis, pour le recyclage, la seconde vie ou le traitement des déchets, c'est aussi très important d'avoir toutes ces informations parce que, finalement, le code barre, c'était trop limité. Donc, d'ici à 2027, le code barre et le QR code vont cohabiter, mais progressivement, vous allez probablement avoir de plus en plus de produits sur lesquels vous aurez un QR code en plus du code barre. Et voilà, cette transition est déjà en route. Merci Max. Voilà, c'est déjà la fin de ce 13e épisode de la saison 4. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire ou à nous envoyer un mail ou toute autre information positive que nous pourrions recevoir sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Un like sur YouTube, sur Twitter, un pouce sur Facebook et surtout, partagez. On vous rappelle que ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, à très vite pour de nouvelles tranches colorées.